7h12 du matin. Un appel parvient au service 911. Sur l'enregistrement, une voix de femme, hésitante, effrayée, par endroits à peine audible. La femme répète un prénom, comme si elle s'y accrochait tel un dernier point d'ancrage. Elle dit qu'elle s'est réveillée et a compris qu'il n'était pas là. L'opérateur tente de poser les questions standards. Où était-il? Quand l'a-t-elle vu pour la dernière fois? Y a-t-il une chance qu'il soit parti de lui-même? Mais à l'autre bout du fil, on n'entend que de courtes réponses, interrompues par des sanglots. À la fin, elle chuchote presque. « Trouvez-le, c'est tout ». Dans le registre du service, on notera plus tard exactement 7 mots. Signalement de disparition, maison de la famille Hill, patrouille envoyée. 10 minutes plus tard, une voiture de police s'arrête devant une maison grise en périphérie. Un petit cottage à 2 étages, avec de la peinture écaillée sur les volets, semble sans vie. Sur le perron, une femme en robe de chambre, les yeux rouges, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle n'accueille pas les policiers, ne dit pas un mot. Elle reste simplement là, regardant la porte, comme si elle avait peur d'entrer. L'officier Patrick Lawson franchit le seuil le premier. La maison est silencieuse, trop silencieuse. Dans la cuisine, un café refroidi, sur la table un carnet ouvert. Dans le salon, une veilleuse allumée, sur le canapé, un plaid soigneusement plié. Tout est à sa place. Aucune trace de désordre ou de lutte. Les portes et fenêtres du rez-de-chaussée sont verrouillées, les serrures intactes. On a l'impression que rien ne s'est passé ici. Seulement un silence étrange qui semble anormal. Lawson monte au 2e étage. Dans l'étroit couloir, ça sent la lessive et les vieux meubles. Il entre dans une chambre qui, à en juger par l'aménagement, appartenait à un adolescent et remarque immédiatement, la fenêtre est grande ouverte. Un courant d'air agite les rideaux. La moustiquaire est retirée et posée contre le mur. Ni déchirure, ni griffure. Un mouvement soigné, précis, comme si quelqu'un avait tout calculé à l'avance. Le rebord de la fenêtre est propre. Il n'y a ni saleté, ni trace de chaussures. Le policier sort dans la cour. D'en bas, la fenêtre se trouve à environ 3 mètres de hauteur. En dessous, un sol plat, sec, sans empreinte. Aucune trace, comme si personne ne s'en était approché. Même l'herbe n'est pas piétinée. Tout cela ne correspond pas au tableau habituel d'une fugue ou d'un enlèvement. D'ordinaire, dans de tels cas, il reste des traces, du chaos, des objets éparpillés. Ici, tout semblait comme délibérément calme. Il retourne dans la chambre. Le lit est fait, comme si la personne s'était simplement levée et partie. Sur la table de nuit, un téléphone, une montre, un portefeuille, tout ce qu'on utilise habituellement chaque jour. Même une veste est accrochée sur la chaise. Aucun objet ne manque. Cela ne ressemble pas à un cas où une personne s'apprête à partir. Lawson appelle les techniciens de la police scientifique et l'équipe de garde. En attendant, il parle avec la mère. Elle dit qu'elle s'est couchée vers minuit, et le matin, quand elle est entrée dans sa chambre, la fenêtre était déjà ouverte. Elle n'a rien entendu, pas même le courant d'air. Il n'y a pas d'alarme dans la maison, pas de caméra installée. Les voisins disent la même chose. La nuit a été calme, personne n'est venu, les chiens n'ont pas aboyé. Au carrefour le plus proche, il y a une seule caméra devant le magasin, mais elle est dirigée dans l'autre sens, vers la route. Quand les techniciens arrivent, ils effectuent un examen standard. Ils vérifient les serrures, les poignées de porte, les plinthes, les traces de chaussures. Rien de suspect. Seulement cette fameuse fenêtre et la moustiquaire, retirée avec une précision presque chirurgicale. L'officier note dans le rapport « Possibilité d'effraction exclue ». Fenêtre ouverte de l'intérieur. Raison non établie. Des unités supplémentaires arrivent à la maison, une équipe de recherche, un chien policier. Le périmètre est bouclé, la maison scellée. La mère de Carter est emmenée au commissariat pour déposer. Dans les actualités, silence pour l'instant. Mais au sein du département, on comprend déjà, l'affaire est complexe. De telles disparitions n'arrivent pas comme ça. Quand il n'y a pas de traces d'effraction, quand tout dans la maison semble trop calme, cela signifie que quelqu'un a tout soigneusement préparé. Et si la fenêtre a été ouverte de l'intérieur, cela signifie que derrière tout cela se trouvait quelqu'un qui connaissait cette maison, quelqu'un qui s'y sentait comme chez lui. C'est ainsi qu'a commencé l'enquête qui, à première vue, semblait ordinaire. Mais c'est précisément ce matin-là, cet appel et cette fenêtre soigneusement retirée, qui sont devenus la première fissure dans une histoire, derrière laquelle se cachait quelque chose de bien plus complexe et sombre qu'une simple disparition. La maison de la famille Hill se trouvait en périphérie de la ville, presque à la lisière de la forêt. Un cottage ordinaire à 2 étages, comme il en existe des centaines dans ces endroits. Façade blanche, petite véranda,
jardin avec une pelouse toujours non tondue. De l'extérieur, tout semblait calme. Dans les rapports de l'enquête, on nota 3 résidents, les époux John et Martha Hill, leur fils Carter. John travaillait de chez lui, d'après les documents, programmeur, contractuel. Il ne quittait presque jamais la propriété, allait faire les courses une fois par semaine, le reste du temps derrière son ordinateur, casque sur les oreilles, jusqu'à tard dans la nuit. Les voisins disaient qu'on le voyait rarement même dans la rue. Parfois, le soir, aux fenêtres du 2e étage scintillait la lumière froide d'un écran, seul signe qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Martha s'occupait du ménage. Selon les témoignages, une femme calme, renfermée, sans mauvaises habitudes. Elle s'occupait méticuleusement de la maison, toujours propre, ordre parfait. Elle ne sortait presque jamais de la cour. Un des voisins a dit qu'en 2 ans, il ne l'avait vue que quelques fois quand elle sortait les poubelles ou arrosait les parterres. Elle n'avait pas d'amis proches, ni appels, ni invités. Même les livreurs qui apportaient les provisions racontaient qu'on n'ouvrait la porte que de quelques centimètres, juste pour prendre le sac. Carter suivait un programme à distance, enseignement à domicile, officiellement pour raisons médicales. Les professeurs ne le voyaient que lors des cours en ligne, et encore pas toujours. Dans les rapports de l'école, il était indiqué que la mère écrivait souvent en son nom, expliquant les absences. Les services sociaux n'intervenaient pas. La famille semblait stable, sans dette ni plainte. Les Hill avaient emménagé ici 2 ans auparavant. Personne dans les environs ne savait d'où exactement. Sur l'enregistrement, il était indiqué l'état voisin, mais aucun contact antérieur n'avait été conservé, ni parents, ni connaissances. Pas de numéro de téléphone autre que les leurs 3 dans la base. Les comptes bancaires étaient au nom du mari. Tout était propre, officiel, sans bizarrerie. Mais dans les détails, froideur et repli sur soi. Quand la police a commencé à interroger les voisins, il est devenu clair que personne ne savait vraiment qui vivait dans cette maison. Un homme du terrain d'en face a dit « Il ne parlait à personne, pas de fête, pas de conversation. » Comme s'il n'existait pas du tout. D'autres ont confirmé la même chose. En 2 ans, pas une seule personne n'était venue chez eux. Ni parents, ni amis. Même le facteur disait que le courrier pour eux arrivait rarement. Et toujours seulement des factures. Il n'y avait plus personne d'autre à interroger. Autour, quelques terrains vacants, 2 maisons abandonnées et une route menant à la forêt. Le magasin le plus proche à 1 kilomètre. Pas de caméra dans la rue. Les voisins, en somme, des témoins fortuits ne sachant rien. Les enquêteurs ont noté dans les rapports, la famille Hill est socialement isolée, contacts minimaux avec l'environnement extérieur, communication limitée au cercle intérieur de la maison. Lorsqu'ils ont analysé l'activité électronique, il s'est avéré que les téléphones des époux n'étaient utilisés que pour des appels professionnels et de rares commandes. Pas de conversation sur les messageries, ni de photos, ni de réseaux sociaux. Sur Internet, il semblait ne pas exister. Ce mode de vie était inquiétant. Dans un espace confiné où chaque pas est prévisible, la disparition de l'un d'entre eux est un événement presque impossible. Ici, tout est visible. Chaque son, chaque mouvement. Le moindre détail saute aux yeux. Et c'est précisément pour cela que la disparition de Carter semblait particulièrement étrange. Dans de telles familles, il y a rarement du hasard. Tout obéit à un emploi du temps. Tout est sous contrôle. C'est pourquoi les enquêteurs ont vite compris. Si quelqu'un a disparu de cette maison, cela signifie que quelqu'un d'autre y a contribué. Et ce « quelqu'un », presque certainement, venait de l'intérieur. Selon les données officielles, la dernière activité enregistrée dans la maison de la famille Hill remonte au soir du 14 octobre. À 21h, Martha a déclaré qu'elle avait couché Carter. Tout s'est passé calmement. Il s'est brossé les dents, a regardé quelques minutes de vidéo sur sa tablette et a éteint la lumière. Une soirée ordinaire, sans particularité. À 21h30, John est monté à l'étage, a ouvert la porte de sa chambre, s'est assuré qu'il dormait et est retourné discrètement dans son bureau. Après cela, il affirme qu'il n'en est pas sorti jusqu'à 2h du matin. À 0h05, selon Martha, elle a jeté un œil dans la chambre de son mari, mais n'a pas voulu le déranger. Elle-même s'est couchée vers minuit. Et le matin, à 7h, elle s'est levée et a compris que Carter n'était pas dans sa chambre. Ces repères temporels sont devenus la base de toute l'enquête. Les enquêteurs ont noté l'intervalle entre 21h30 et 7h, 9h30 minutes. Pendant ce temps, personne n'est entré ni sorti de la maison. Toutes les portes fermées de l'intérieur, les fenêtres verrouillées, sauf une, dans la chambre de Carter. Cette fenêtre d'événement est devenue la clé de toute l'affaire.
et c'est précisément en elle qu'ils ont trouvé plus tard plus de questions que de réponses. La première chose vérifiée fut la réaction des parents. Le protocole d'interrogatoire montre que Martha se tenait droite, mais ses yeux ne cessaient de bouger. Elle a dit qu'elle s'était réveillée à cause du froid, était allée arranger la couverture de son fils et avait vu le lit vide. Elle n'avait rien entendu pendant la nuit, ni pas, ni mouvement, ni claquement de fenêtre. John a confirmé la même chose. Tout était silencieux. J'aurais entendu si quelqu'un avait marché dans la maison. Mais les officiers savaient. Le plancher en bois dans cette maison grinçait même sous un chat. Tout mouvement dans l'escalier résonnait en écho dans tout le rez-de-chaussée. Et si tous deux n'avaient vraiment rien entendu, cela signifiait une chose. La personne qui était entrée dans la chambre se déplaçait extrêmement prudemment. Ou alors, personne n'était entré. Ensuite, le chien. Un petit bâtard que la famille gardait dans la cour servait d'une sorte de gardien. L'animal réagissait à n'importe quel son, surtout la nuit. Mais cette nuit-là, le chien n'a donné aucun signe d'alerte. Il n'a pas aboyé, n'a pas gémi, n'a pas essayé d'entrer dans la maison. Les voisins ont confirmé. Tout le quartier était dans le silence. Pour l'enquête, c'était un fait presque impossible. Même si quelqu'un s'était introduit dans la maison par la fenêtre du 2e étage, le chien aurait senti l'odeur d'un étranger. Mais ils ont resté silencieux. Cela détruisait la version d'un enlèvement extérieur. L'officier Lawson a noté dans son rapport « L'état de la maison indique l'absence de lutte, de traces d'effraction ou de précipitation. L'ambiance conserve une impression de routine. La chambre de Carter semblait comme s'il était simplement sorti et n'était pas revenu. Le lit soigneusement fait, l'oreiller droit. Sur la chaise, des vêtements préparés pour le matin. Sur la table de nuit, un téléphone, un livre, un verre d'eau. Aucun signe de panique ou d'agitation. Les techniciens ont examiné chaque centimètre. Sous la fenêtre, un sol plat, sans empreinte. Même l'herbe n'était pas piétinée. Le rebord de fenêtre propre, pas de traces de chaussures. La moustiquaire retirée soigneusement, sans dommage, et appuyée contre le mur de l'intérieur. Cela a particulièrement alerté les experts. Personne, se trouvant à l'extérieur, n'aurait pu retirer ainsi la moustiquaire sans laisser de griffures. Tout indiquait que la fenêtre avait été ouverte de l'intérieur. John a dit qu'il avait travaillé la nuit sur un projet. L'ordinateur était effectivement allumé jusqu'à 2 heures et quelques, dans le navigateur des documents techniques ouverts, plusieurs onglets avec du code. Dans l'historique d'activité, l'heure exacte de la dernière pression sur les touches, 2h17. Après cela, l'ordinateur portable est passé en mode veille. Cela signifiait qu'à partir de ce moment environ, un silence complet régnait dans la maison. Martha a raconté qu'elle s'était endormie profondément et ne s'était pas réveillée. Quand les enquêteurs ont précisé si elle avait dormi profondément, elle a répondu « comme jamais ». À première vue, une phrase ordinaire, mais pour les officiers, c'est devenu un détail important. Un sommeil trop profond la nuit de la disparition semblait suspect, surtout dans une maison où auparavant elle réagissait même au grincement d'une porte. Après les interrogatoires et l'examen des lieux, l'enquête a tiré une conclusion intermédiaire. Il ne pouvait y avoir que 2 versions. La première, un cas rare d'intrusion, effectué professionnellement, sans traces et sans bruit. Une telle option se rencontre presque jamais dans les maisons privées, surtout en province. La seconde, une mise en scène. Quelqu'un de l'intérieur a créé l'apparence d'une disparition pour cacher un autre fait. Après avoir vérifié tous les détails, les enquêteurs penchaient de plus en plus pour la seconde version, parce que même le vol le plus silencieux laisse une trace. Même le ravisseur le plus expérimenté n'aurait pas pu agir aussi soigneusement. Et ici, tout semblait non seulement soigné, mais parfait. Cette perfection faisait peur. Quand les traces sont totalement absentes, cela signifie que quelqu'un les a soigneusement effacées. Quand la maison est impeccablement propre, cela signifie que quelqu'un se préparait à une vérification. Et alors, la disparition cesse d'être un hasard. Elle devient un scénario, réfléchi, cohérent, calculé pour embrouiller tous ceux qui viendront chercher. Et au moment où les enquêteurs l'ont compris, l'enquête a cessé d'être une histoire de disparition. Elle est devenue une affaire sur quelque chose de beaucoup plus froid et planifié. L'examen de la chambre de Carter a commencé tôt le matin, juste après le bouclage du lieu. Les techniciens agissaient méthodiquement, respectant chaque étape du protocole. Examen visuel, fixation du mobilier, photographie de chaque détail, de la position de l'oreiller à la direction des rideaux. Au début, tout semblait extrêmement banal. Sur la table de nuit, un livre soigneusement plié. Sur le bureau, des crayons et un cahier. Aucun signe de lutte, de désordre ou de panique. Tout trop calme.
si calme que cela en soi commençait à inquiéter. Les spécialistes savaient, l'ordre parfait est souvent plus dangereux que le chaos. Quand une personne disparaît, la chambre devient habituellement le miroir de ce qui se passe. On laisse tomber quelque chose, on se précipite, on se bat. Ici, rien n'indiquait la précipitation. Même le couvre-lit sur le lit semblait non pas défait, mais soigneusement lissé. Cela ne correspondait pas au comportement de la famille, affirmant que l'enfant avait simplement disparu dans la nuit. On avait l'impression que quelqu'un avait consciemment créé un tableau de paix. Quand l'expert avec une lampe torche s'est accroupi près du lit, le faisceau lumineux a capté un coin de papier à peine visible. Il dépassait dessous le cadre, dans la fente entre le pied et le mur. Le papier était jauni, épais, aux bords irréguliers. Il a été soigneusement extrait avec une pince pour ne pas l'endommager. Dessus, un dessin. À première vue, rien d'étrange. Un travail typique d'enfant, des lignes simples, des proportions irrégulières, 3 figures devant une maison. Mais quand la feuille a été complètement dépliée, il est devenu clair que ce n'était pas juste un dessin inoffensif. 2 figures, des adultes, un homme et une femme, se tenaient côte à côte, souriaient. La troisième, plus petite, se trouvait un peu à l'écart et était barrée d'une ligne rouge. Pas coloriée, mais précisément barrée, grossièrement, comme si elle était intentionnellement séparée des autres. Ce fut le premier moment où un silence s'installa vraiment dans la chambre. Les preuves sont diverses, biologiques, matérielles, numériques, mais des choses comme ce dessin créent une autre tension. Elles ne parlent pas par les faits, mais par l'ambiance. On y sent la main de quelqu'un, l'intention de quelqu'un. Le technicien a pris des photos, noté les coordonnées de la découverte et mis le dessin dans un sac séparé. Martha, voyant qu'on l'emportait, a pâli. John, au contraire, regardait sans expression. Quand l'enquêteur a demandé s'il reconnaissait ce dessin, la réponse fut presque synchrone. « Non, nous n'avons jamais eu ça. » À la question de précision, peut-être était-ce un vieux travail de Carter, Martha a secoué la tête. Non, il a une écriture complètement différente, et il ne dessinait pas ce genre de choses. Les experts ont comparé le papier avec d'autres dessins trouvés dans son bureau. La différence était évidente. Le style, les traits, même le crayon étaient différents. Le papier plus rugueux, jauni, comme s'il avait traîné des années. Au verso, de faibles traces de colle, comme si la feuille avait été autrefois collée au mur. Cela devint la clé. Si le dessin n'appartenait pas à Carter et que les parents ne le reconnaissaient pas, il ne restait qu'une option. Il était apparu ici avant que la famille n'emménage dans la maison, ce qui signifiait que la chambre gardait une histoire dont personne ne savait. Plus tard, les techniciens ont établi que le papier était effectivement ancien. L'analyse des fibres a montré, produit au plus tard à la fin des années 90. À cette époque, Carter n'était même pas né. Cette découverte a changé la direction de l'enquête. Maintenant, la disparition ne pouvait plus être considérée isolément. La maison où tout s'était passé a cessé d'être simplement un lieu. Elle est devenue partie de l'énigme. Quand les enquêteurs ont vérifié les archives des transactions immobilières, il s'est avéré que cette maison appartenait auparavant à une autre famille. Les registres fragmentaires, le propriétaire est mort, le logement est resté vide longtemps, puis est passé en propriété d'une agence. Depuis lors, personne n'y avait vécu en permanence pendant plusieurs années. À ce moment, l'enquête a fait un pas en arrière pour la première fois, non pas en avant comme d'habitude vers le criminel, mais en arrière, vers l'histoire de la maison elle-même. Et c'était révélateur. Plus il creusait, plus il comprenait que la disparition de Carter pouvait ne pas être le début de l'histoire, mais sa continuation. Pendant que les experts travaillaient sur les preuves, l'équipe d'enquête s'est occupée de la vérification de la famille Hill. C'est une procédure standard. Dans les premiers jours après une disparition, on vérifie tout: biographie, lieu de travail, contacts, dettes, relations. Habituellement, ces vérifications ne donnent rien de significatif, mais parfois elles deviennent précisément le point de basculement. C'est ce qui s'est passé ici. Le rapport du département d'analyse a montré Martha Hill irréprochable. Née dans l'État voisin, diplômée d'une école normale, ses dernières années sans emploi, s'occupant de la maison. Ni dette, ni plainte, ni sanction administrative. Un profil parfait. John Hill, en revanche, soulevait des questions. Au début, rien d'inhabituel. Freelance, administrateur système, contrat permanent avec une société privée. Mais lors d'une vérification détaillée, un document d'archives de la fin des années 90 a émergé. Formellement, il était classifié, mais la demande de l'équipe d'enquête a donné accès. Dans la rubrique « Historique judiciaire », il y avait une courte ligne presque indiscernable,
impliqué dans une affaire de disparition de personnes, 2003. Cette phrase a immédiatement changé l'attitude envers l'affaire. C'est une chose qu'une tragédie familiale. C'en est une tout autre si l'un des participants avait déjà figuré dans une enquête similaire. Les enquêteurs ont demandé l'ancienne affaire via le département des archives. La livraison a pris 2 jours. Quand la boîte avec le dossier était finalement arrivée, la couverture semblait comme si personne ne l'avait touchée depuis de nombreuses années. Poussière, étiquette jaunie, numéro décoloré. Sur la première page, le titre « Disparition d'Emily Hill, 9 ans. Quartier de Lakeview, octobre 2003. » Cette inscription a bouleversé tout le cours de l'enquête. La disparue était sa petite sœur. Selon les matériaux du dossier, elle avait disparu sans laisser de traces, directement de sa chambre, dans la maison de leur famille. Cette même maison qui, 20 ans plus tard, était devenue le lieu d'une nouvelle disparition. La coïncidence semblait trop précise pour être fortuite. Le dossier d'archives s'est avéré court. Quelques protocoles, 2 coupures de journaux et des photographies. Sur l'une d'elles, l'ancienne façade de la maison avec un crépi écaillé et des fenêtres étroites. En bas, la légende, dernier endroit où Emily Hill a été vue. La maison était la même où vivaient maintenant John, Martha et Carter. Dans les matériaux du dossier figuraient les mêmes détails qu'aujourd'hui. Absence de traces d'effraction, fenêtres intactes, le chien n'a pas réagi. Même la description de la chambre correspondait presque mot pour mot. Lit près de la fenêtre, bureau, cahier soigneusement plié. Seulement maintenant, tout cela ne ressemblait pas à une coïncidence, mais à un schéma sinistre récurrent. John était alors adolescent et formellement, il n'a pas été impliqué dans l'affaire. Son interrogatoire a duré moins d'1 heure. Dans le rapport de l'officier, il était noté « Témoignage stable, aucune contradiction détectée ». Au moment de la disparition, il se trouvait au sous-sol. Après cela, l'affaire s'est lentement éteinte et a été close 1 an plus tard, faute de preuves. Quand l'enquêteur Reynolds relisait les registres d'archives, il a remarqué l'adresse de l'ancien propriétaire de la maison, Hill, Joseph. C'était le père de John. Il est mort en 2012 et la maison est passée au fils par héritage. Ainsi, quand John avec sa famille y a emménagé il y a 2 ans, il est simplement rentré chez lui, dans cette même maison où sa sœur avait autrefois disparu. À cette étape, l'enquête a changé de direction. La disparition de Carter n'était plus considérée comme un cas isolé. Maintenant, cela ressemblait à une répétition d'une vieille histoire qui s'était déjà produite à cet endroit. L'enquêteur principal, lors d'une réunion interne, a dit franchement « L'histoire ne se répète pas par hasard. Elle se répète là où reste une culpabilité non résolue. » John a été convoqué pour un nouvel interrogatoire, formellement pour clarifier les détails de l'ancienne affaire, officieusement pour vérifier sa réaction. Quand on lui a montré l'ancienne photo de sa sœur, il a longuement regardé et n'a rien dit. Il a seulement noté « Je ne voulais pas retourner là-bas. C'était la décision de Martha. » À partir de ce moment, son statut a changé. Formellement, il était toujours considéré comme témoin, mais en fait, il est devenu le premier suspect. Officiellement, cela n'a pas été annoncé, mais au sein du département, tout le monde comprenait. Si 2 disparitions s'étaient produites dans une même maison, sous un même nom de famille, et à 20 ans d'intervalle, alors le fil conduisait à la personne qui était sur place les 2 fois. Ainsi, l'enquête a obtenu pour la première fois un point focal. La disparition a cessé d'être une énigme sans visage. Maintenant, au centre de l'histoire est apparue une personne, et cette personne était le père lui-même. Après que la mention d'Emily Hill ait été trouvée dans les archives, l'équipe d'enquête a obtenu un mandat pour une nouvelle perquisition élargie de la maison. L'objectif a changé. Il ne s'agissait plus simplement de chercher Carter, mais de vérifier un lien possible avec la disparition d'il y a 20 ans. La maison semblait receler plus que de simples traces de vie quotidienne. Elle est devenue un objet d'intérêt en elle-même, comme si à l'intérieur pouvaient se rester les traces d'un vieux secret que personne n'avait jamais atteint. La perquisition a commencé le matin. Les spécialistes avançaient lentement, systématiquement, en commençant par le grenier et en descendant. Monte-charge, scanner, lampe, tout fonctionnait en mode normal jusqu'à ce que l'un des officiers descende au sous-sol. Là, derrière des étagères avec des outils et des boîtes, il a remarqué une porte en bois étroite, se confondant presque avec le mur. Les gonds rouillés, sur la serrure, une épaisse couche de poussière. La porte ressemblait à un élément de vieille construction qu'on avait oublié. Mais l'étrangeté résidait dans autre chose. Elle était verrouillée de l'intérieur. Quand les officiers ont interrogé John à ce sujet, il a réagi vivement. Il a dit que cette porte avait toujours été fermée et que la clé était perdue depuis longtemps.
Selon lui, il n'y avait rien d'important derrière, une vieille pièce que son père avait autrefois condamnée. Mais l'intonation trahissait l'incertitude. Les mots sonnaient, comme une réponse préparée à l'avance. Les enquêteurs l'ont remarqué immédiatement. Ils ont décidé de l'ouvrir. La serrure a été coupée avec une meuleuse. Quand la porte s'est ouverte, l'odeur d'humidité a frappé presque physiquement. L'air à l'intérieur était dense, comme si derrière la porte, il n'y avait pas eu de mouvement pendant des décennies. Le faisceau de la lampe torche a capté dans l'obscurité les contours de meubles, et il est devenu clair que ce n'était pas une pièce technique. Devant eux s'ouvrait une pièce presque entière. Les murs rose pâle, par endroits une peinture écaillée, sur le rebord de fenêtre, un rideau décoloré, tremblant à peine du flux d'air. Sur le sol, une chaise de poupée, un vieux miroir avec une fissure dans le coin. Tout était couvert de poussière, comme une exposition de musée que personne n'avait touchée depuis le début des années 2000. C'était une chambre d'enfant, figée dans le temps. Sur les murs, des dizaines de dessins. Le papier avait jauni, mais les contours étaient encore distincts, les mêmes gribouillis, la même manière que dans le dessin trouvé sous le lit. Des images simples, maison, soleil, figure. Seulement dans chaque dessin se répétait un détail. Il y avait toujours 3 personnes, et l'une d'elles se tenait à part, parfois entourée d'une ligne rouge, parfois barrée. L'écriture était reconnaissable. C'était le même auteur dont le travail avait été trouvé dans la chambre de Carter. Les techniciens ont soigneusement décroché les dessins du mur, les ont emballés séparément. Sous la couche de papier, ils ont trouvé une inscription à la craie, directement sur le plâtre. Émilie. Écriture enfantine, hésitante, lettre floue. La signature a mis un point aux suppositions. C'était sa chambre. La chambre semblait comme si quelqu'un ne l'avait pas simplement fermée après la disparition, mais l'avait consciemment conservée dans son état d'origine. La poussière recouvrait tout d'une couche uniforme. Sur les étagères restaient de vieux livres, des peluches, des vêtements soigneusement pliés dans des tiroirs. Même le lit était fait. Sur la table de nuit se trouvait une fleur séchée dans un vase en verre. Tout semblait comme si la maîtresse de la chambre était sortie 1 minute et n'était pas revenue. Les enquêteurs ont remarqué aucune trace de réparation, aucune intervention. John affirmait qu'il n'y était pas entré depuis la mort de son père, mais les experts ont trouvé des empreintes laissées beaucoup plus tard, au moins 2 ou 3 ans auparavant. Cela signifiait que quelqu'un y était quand même entré, quelqu'un qui savait où était cachée la clé de secours et ne voulait pas qu'on le sache. Pour la police, ce fut l'un des moments émotionnels les plus forts de l'affaire, parce que pour la première fois, ils avaient non seulement une preuve, mais un rappel matériel que dans cette maison, le temps s'était arrêté, que quelqu'un avait consciemment préservé le passé, comme s'il ne voulait pas qu'il disparaisse. La conclusion officielle des experts fut brève. Pièce au niveau inférieur identifiée comme la chambre d'Emily Hill. Aucune trace de présence d'étrangers ces dernières années. L'atmosphère et l'état de l'intérieur indiquent une préservation intentionnelle de l'aménagement. Ce fut un tournant important. La maison a cessé d'être simplement un lieu de crime. Elle s'est transformée en artefact, en témoignage physique de la mémoire humaine et de l'obsession. Chaque détail ici parlait du fait que le passé n'était pas parti. Il attendait simplement le moment de ressortir. Et maintenant, l'enquête devait comprendre qui et pourquoi avait gardé cette chambre. Quand la chambre d'Emily a été officiellement confirmée, les enquêteurs ont immédiatement convoqué John Hill pour un interrogatoire. Dans le bureau régnait un silence lourd. Caméra allumée, microphone fixé, dossier avec les protocoles ouverts à la première page. La question a retenti sans préambule. Pourquoi avez-vous caché l'existence de cette chambre? Pendant un instant, il s'est troublé. Il semblait ne pas s'attendre à ce qu'on lui pose directement la question. La première chose qu'il a dite, c'est qu'il n'avait rien caché, qu'il n'avait simplement pas donné d'importance à une vieille pièce au sous-sol. Puis, quelques secondes plus tard, il a ajouté qu'il savait que c'était la chambre de sa sœur, mais qu'il ne voulait pas y retourner. Et puis, déjà en perdant son intonation, il a prononcé « Je voulais me souvenir d'elle, mais j'avais peur d'y entrer ». Ces phrases sonnaient comme de mauvaises justifications préparées. Comme s'il cherchait les mots, essayant de trouver les bons, mais pas les vrais. L'enquêteur l'a remarqué immédiatement. À chaque nouvelle question, John s'embrouillait de plus en plus. Tantôt il disait que la chambre avait été scellée par son père et qu'il n'y avait pas accès. Tantôt il affirmait qu'il y était entré une seule fois, pour enlever la poussière. Dans ses paroles, il n'y avait pas de cohérence. Il expliquait les contradictions par la fatigue, le stress, l'anxiété.
Mais les enquêteurs expérimentés voyaient, ce n'était pas du stress, c'était une incohérence interne classique quand une personne ne sait pas quelle version choisir pour paraître convaincante. Dans le protocole d'interrogatoire, il y a une courte note manuscrite de l'enquêteur. Évite le contact visuel, regarde à gauche, main sous la table. Pour les professionnels, de tels détails ont de l'importance. Ce n'est pas simplement une observation, c'est une manifestation physique enregistrée du mensonge. Après cet interrogatoire, ils ont décidé de vérifier l'autre partie, Sarah Hill. Elle a été convoquée le même jour. Elle est venue calmement, sans avocat, réservée, habillée avec soin, parlait doucement. L'enquêteur a commencé par du simple. « Quand avez-vous appris qu'il y avait une chambre fermée au sous-sol » Sarah est restée longtemps silencieuse. Puis elle a dit « Je ne savais pas qu'elle existait ». Cette réponse a mis un point à sa version, parce que les mots de John, prononcés quelques heures plus tôt, sonnaient exactement à l'opposé. Il assurait que Sarah connaissait la chambre, que c'était précisément elle qui avait insisté pour qu'on n'y touche pas. Dans les registres officiels, figuraient maintenant deux versions différentes d'un même fait. L'enquêteur a précisé si elle était jamais descendue au sous-sol, si elle y avait vu une porte. Sarah a nié. Elle a dit qu'elle avait peur du sous-sol, qu'elle n'y descendait pas du tout. Quand on lui a montré les photographies de la chambre trouvée, elle s'est détournée. Elle a seulement dit « Si c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi il ne me l'a pas dit ». Pour l'enquête, ce fut un moment clé. Jusqu'à ce moment, les époux semblaient former un tout. Ils se tenaient ensemble, répondaient de la même manière, se comportaient de façon coordonnée. Maintenant, leurs témoignages commençaient à diverger. Tout ce qu'ils avaient dit auparavant, sur la nuit de la disparition, sur le comportement du chien, sur l'heure à laquelle ils s'étaient couchés, nécessitait maintenant une nouvelle vérification. La fracture entre eux est devenue évidente. John s'est renfermé, a cessé de commenter ce qui se passait. Sarah, au contraire, a commencé à coopérer. Elle a accepté le test du détecteur de mensonges et a fourni ses appareils électroniques pour analyse. John a refusé. Ce fut le moment où les enquêteurs ont senti pour la première fois que l'affaire avançait. Jusqu'à présent, tout semblait figé. Les faits, les preuves, les témoignages ne formaient pas un tableau d'ensemble. Maintenant que leurs versions divergeaient, une dynamique apparaissait. Un mensonge commençait à en déloger un autre. Le rapport officiel l'a enregistré brièvement. Les témoignages des époux divergent. La version du mari est incohérente. La version de la femme contredit les témoignages antérieurs de la famille. Haut niveau de tension émotionnelle, noté entre les parties. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. Le front commun qu'ils tenaient depuis le début avait craqué. Et c'est précisément dans cette fissure que pouvait se cacher la réponse à ce qui s'était passé cette nuit-là. Au 4e jour de recherche, alors que l'espoir de trouver quoi que ce soit semblait déjà s'échapper, un groupe de volontaires est tombé sur un objet étrange. La forêt avait été ratissée à ce moment-là de long en large, les chiens étaient bien fatigués, les drones tournaient sans résultat, et les coordonnées des carrés de recherche commençaient déjà à se répéter. Et soudain, sur une pente, près d'un vieux ruisseau, parmi des branches tombées, quelqu'un a remarqué un coin de plastique dépassant légèrement de la terre. C'était une petite boîte à lunch, une boîte alimentaire pour enfants, couverte de terre et de feuilles humides. Le couvercle était collé par la saleté, mais à travers les rayures, on pouvait encore lire des autocollants décolorés, des animaux de dessins animés dont il ne restait que les contours. À première vue, rien de spécial. On peut en trouver des centaines. Mais l'inscription sur le couvercle a fait figer tout le monde. Là, de manière irrégulière, au stylo à billes, était écrit un prénom, Carter. La boîte a été soigneusement placée dans un sac. Les techniciens ont été appelés. Quand elle a été ouverte, à l'intérieur se trouvaient des effets personnels de Carter. Un bracelet en élastique, un porte-clés avec la lettre C, une petite clé et une serviette sur laquelle était tracée à l'encre sombre. Je me souviens. Tout semblait comme si quelqu'un avait spécialement choisi ces objets. Pas juste des déchets aléatoires, pas des bagatelles jetées, mais des symboles soigneusement collectés de la mémoire de quelqu'un. Mais sous cette couche, tout au fond du récipient, se trouvait un autre objet. Un vieux carnet usé par le temps avec une couverture souple, portant une inscription effacée sur la première page. Emily Hill, 2003. À cause de l'humidité, les bords des pages avaient légèrement gonflé, mais les lettres étaient encore lisibles. Ce moment est devenu décisif, parce que maintenant, deux événements séparés de 20 ans se trouvaient liés non seulement par un nom de famille, mais par une preuve physique. Le journal d'Emily et les affaires de Carter, au même endroit, dans la même boîte. Pour l'enquête, ce fut un choc. De telles coïncidences n'arrivent pas.
Ce n'est pas une trouvaille de la nature, pas des déchets aléatoires. C'est un acte, conscient et calculé. Les premières hypothèses ont fusé l'une après l'autre. Un des agents a supposé que le journal aurait pu être accidentellement déterré par des animaux ou que l'eau l'avait emporté du sous-sol vers la forêt. Mais l'état du carnet réfutait cette version. Il était sec, propre, sans trace d'un long séjour dans la terre. Cela signifiait qu'il avait été déposé récemment, et cela avait été fait avec calcul pour que ce soient précisément les chercheurs qui le trouvent. L'endroit où la boîte était posée n'avait pas non plus été choisi au hasard. C'était un vieux secteur de forêt, à 500 mètres de la maison des Hill, où peu de gens s'aventuraient. Le sentier n'était pas marqué sur les cartes, mais de la terrasse du 2e étage de la maison, on le voyait à travers une ouverture entre les arbres. C'est-à-dire que celui qui avait placé la boîte connaissait le terrain, et peut-être même observait les recherches de loin. Les techniciens ont remarqué un autre détail. Le couvercle du récipient n'était pas simplement fermé. Les fermoirs étaient usés, comme si on les avait ouverts plus d'une fois. Cela signifiait que quelqu'un avait manipulé cette boîte, réarrangé les objets, ce qui signifiait que la composition de son contenu n'était pas un hasard, mais un message soigneusement réfléchi. Et voilà que l'enquête avait 2 lignes d'interprétation. La première, une tentative de manipulation, un dépôt de preuves dans le but de brouiller l'affaire. La seconde, un geste symbolique fait par quelqu'un qui voulait que la police regarde vers le passé. En faveur de la seconde version, parlait la façon dont la trouvaille était présentée. Tout à l'intérieur était soigneusement plié, sans trace de précipitation. Même la serviette avec l'inscription était pliée en 2, comme si quelqu'un tenait à ce que le texte soit préservé. Dans le rapport officiel, le moment de la découverte est décrit presque sèchement. Récipient en plastique bleu avec autocollant découvert. À l'intérieur, objets à usage personnel identifiés comme appartenant à Carter Hill. Sous les objets, carnet papier daté de 2003 trouvé, avec la signature Emily Hill. Origine en cours d'établissement. Mais pour les enquêteurs, ce n'était pas juste un rapport, c'était un tournant, passant de la tentative de trouver une personne à la réalisation qu'il fallait chercher tout autre chose. Que ce n'était pas 2 cas séparés, mais un seul, étalé dans le temps. Et c'est précisément à ce moment que le rationnel a commencé à se heurter à quelque chose d'inexplicable. Parce qu'un journal ayant traîné 2 décennies apparaît soudain là où se déroulent les recherches d'un nouveau disparu. Et cela ne peut s'expliquer par le hasard. Quelqu'un surveille, quelqu'un dirige cette histoire depuis l'ombre. Maintenant, l'enquête se concentrait non plus sur où Carter avait disparu, mais sur qui voulait que nous sachions pour Emily. Le journal d'Emily a été transmis pour expertise au laboratoire de la direction. Il a été étudié par plusieurs spécialistes à la fois, graphologues, psychologues, experts en analyse physico-chimique du papier. Le travail se faisait avec soin, feuille par feuille, sous la loupe, pour préserver toutes les traces, même les empreintes digitales ou les microparticules. Mais l'attention principale a été portée au contenu, parce que le texte, ce ne sont pas simplement des mots, c'est l'état d'une personne, ses pensées, ses peurs, ses intentions. La première moitié du journal semblait inoffensive, des entrées courtes, simples, observations sur le temps, réflexions sur l'école, plainte sur l'ennui. Plusieurs fois, le frère est mentionné. John rit quand je dessine. Et le père qui est toujours occupé et ne parle pas de maman. À cette étape, tout ressemblait à un journal d'adolescent typique. Mais ensuite, à partir environ de la moitié, l'ambiance du texte change radicalement. Un nouveau personnage apparaît, l'ami. Il est décrit non pas comme une personne, mais comme une présence. Dans une entrée, Emily écrit « Il vit dans les murs ». J'entends comment il bruisse quand je pense à lui. Parfois, il dit qu'il ne dort pas parce qu'on nous surveille. Au début, les enquêteurs ont pensé que c'était le fruit de l'imagination. Mais à chaque nouvelle page, les images devenaient de plus en plus concrètes. Elle décrit que l'ami connaît la maison mieux qu'elle, qu'il peut marcher dans des passages étroits, là où il n'y a pas de porte. Une phrase a particulièrement attiré l'attention. Il a dit que le mur n'est pas simplement un mur, mais un endroit où on peut se cacher et rester en vie. Après cette entrée, l'écriture devient irrégulière, les lettres se désorganisent, comme si c'était écrit dans l'obscurité. C'est un moment inquiétant. Le psychologue travaillant sur le matériel a noté qu'à cette période, l'auteur éprouvait manifestement une forte tension et peur. Ensuite, une série de notes fragmentaires. Il n'y a presque pas de récit cohérent dedans, seulement de courtes phrases. Il ne veut pas que je parle à John. Aujourd'hui, il m'a demandé de dessiner une porte. Si je fais tout correctement, nous irons là où c'est calme. Les enquêteurs ont comparé ces lignes avec les dessins trouvés au sous-sol.
Sur l'un d'eux était effectivement représenté un mur avec une ouverture tracée, coloriée en noir. L'expert graphologue a confirmé que la main d'Émilie changeait vers les dernières entrées. Les lignes sont devenues saccadées, les lettres allongées, comme si elle écrivait rapidement et avait peur de ne pas avoir le temps de finir. Ce n'est pas un état d'écriture calme, c'est une impulsion, un élan. La toute dernière entrée occupe presque une page entière. Écriture grande, irrégulière. En haut, soigneusement tracée. Aujourd'hui, nous partirons pour toujours. Ni date, ni explication, ni signature, seulement cette seule phrase. Et en dessous, une trace de coulure d'encre, comme si l'auteur s'était arrêté au milieu d'un mot. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de traces de pression du stylo caractéristique de l'écriture sur une surface dure, ce qui signifie qu'elle écrivait sur un support souple, peut-être sur le lit ou sur les genoux. Cela indique la précipitation. Et le contenu même de la phrase, selon le psychologue, reflète non pas le désespoir, mais la détermination. Elle n'avait pas peur. Elle s'apprêtait à faire quelque chose. Ce détail a bouleversé le cours de l'enquête. Parce que jusqu'à ce moment, Émilie était perçue comme une victime disparue dans des circonstances non élucidées. Mais le journal a montré qu'elle avait peut-être pris elle-même la décision de partir, ou du moins croyait qu'elle ne partait pas seule. Les techniciens, en comparant l'écriture et les bords noircis des pages, sont arrivés à la conclusion. La dernière entrée avait été faite 1 ou 2 jours avant la disparition, et si l'on en croit ses paroles, alors tout ce qui se passait dans la maison n'était pas soudain, c'était préparé. Ce document est devenu un nouveau point de départ, parce que maintenant, l'enquête considérait non seulement le côté physique de la disparition, mais aussi le côté psychologique. Qui était cette amie? Avec qui comptait-elle partir? Était-ce une fantaisie, une tentative de fuir, ou l'idée suggérée par quelqu'un? Les enquêteurs comprenaient. Derrière ces lignes se cache non pas du mysticisme, mais une action humaine. Quelqu'un dans cette maison savait de quoi Émilie écrivait. Quelqu'un avait lu ce journal avant les autres. Et c'est précisément cette personne qui, probablement, tente maintenant de répéter cette histoire. Après la publication de l'expertise du journal, les enquêteurs ont décidé de retourner à la maison elle-même. Maintenant, non plus comme lieu de résidence, mais comme source potentielle de preuves. À ce moment, il était devenu clair. Dans toute l'histoire, il y avait trop de coïncidences pour croire en une simple chaîne de hasard. Et la phrase du journal, « l'ami qui vit dans les murs », ne semblait plus une fantaisie d'enfant. L'architecte de la municipalité locale a fourni les anciens plans du bâtiment. La maison des Hill a été construite dans les années 60, puis reconstruite plusieurs fois. Les plans étaient flous, avec des annotations manuscrites, mais quelque chose a immédiatement sauté aux yeux. Entre les pièces habitables, d'étranges intervalles. Pas des conduits de ventilation, pas de tuyaux, simplement des vides. Surtout dans la zone de l'escalier et du couloir du 2e étage. Sur le schéma, on avait l'impression qu'une partie de l'espace avait simplement disparu, comme si quelqu'un avait volontairement caché 1 mètre ou 2 de mur. Au début, ils ont pensé que c'était une erreur du dessinateur, mais lors de l'inspection, il s'est avéré que non, c'était la réalité. Dans l'un des murs, on entendait effectivement un son sourd si on frappait. Pas de la pierre, pas du béton, une cavité. Ils ont alors invité des spécialistes en expertise de construction. Ceux-ci ont apporté une caméra thermique, vérifié la distribution de température sur les murs et ont enregistré un contour net d'une pièce fermée, étroite, pas plus de 60 cm de largeur, mais s'étendant le long de presque tout le mur. Ils ont décidé d'ouvrir. D'abord prudemment, ils ont retiré le panneau décoratif. Derrière se trouvait du vieux bois, irrégulier, par endroits pourris, puis une couche de plâtre, manifestement appliquée plus tard que le reste de la finition. Et enfin, derrière la cloison en bois, un vide, un passage étroit s'enfonçant dans la profondeur avec des traces de vieille poussière, de toiles d'araignée et un mince chemin de traces au sol. Pas humaines, plutôt des traces de quelque chose qu'on avait traîné ou transporté. Quand ils ont allumé la lampe torche, on a pu voir que le passage s'étendait plus loin, vers un autre mur. Là, selon les calculs, il devait y avoir une impasse, mais la caméra thermique montrait le contraire, comme s'il y avait encore un espace derrière. Ils ont alors ouvert ce côté aussi, et devant leurs yeux s'est ouvert un tableau qui a fait sécher la gorge de tous pendant un instant. Derrière le faux mur se trouvait une petite pièce, sans fenêtre, sans ventilation, plafond bas, comme si elle avait été construite non pour vivre, mais pour cacher. Sur le sol gisait un vieux matelas, à côté une boîte de conserve, un morceau de tissu et une petite lampe de poche. Tout cela couvert d'une épaisse couche de poussière, mais la disposition même des objets était étrange.
il ne semblait pas abandonné, plutôt laissé dans la précipitation, mais soigneusement. Sur les murs, des traces de vieilles peintures, par endroits apparaissaient des dessins d'enfants. La même manière que ceux trouvés au sous-sol, lignes irrégulières, figures simples, et dans le coin, un symbole caractéristique en forme de porte barrée d'une croix. Les techniciens n'avaient ni plus de doute, c'était cet endroit dont Émilie parlait. Après l'ouverture, la pièce a été soigneusement inspectée. Ils ont trouvé plusieurs petits objets, un bouton, un élastique à cheveux usagé et un morceau de jouet en plastique. Tout cela pouvait être des restes de ces années. Mais le plus important, la confirmation que l'espace existait réellement. Cela signifiait que l'ami dans les murs n'était pas une invention. Quelqu'un aurait effectivement pu s'y trouver. Une nouvelle version a émergé. Qu'il y avait peut-être dans la maison un étranger caché. Pas un fantôme, pas le fruit de l'imagination, mais une personne qui vivait dans ces murs, se déplaçait par des passages cachés, observait. Peut-être même participait à la disparition d'Émilie. Pour vérifier la théorie, ils ont exploré les conduits de ventilation, le sous-sol, le grenier, et ont découvert plusieurs passages étroits menant à ces espaces cachés. L'un d'eux sortait directement derrière l'armoire, dans la chambre de Michael. Un autre sous l'escalier où, selon les voisins, il s'asseyait souvent quand il était adolescent. L'enquête n'a pas tiré de conclusion hâtive, mais le simple fait de l'existence de ces corridors secrets a bouleversé toute l'enquête. Maintenant, l'histoire de l'ami mystique prenait une dimension réelle. Si quelqu'un pouvait vivre dans les murs, observer ce qui se passait et même sortir, cela expliquait beaucoup. L'absence de traces d'effraction, le silence, les étranges coïncidences. La maison dans laquelle les Hill tentaient de construire une nouvelle vie s'est avérée non pas simplement un vieux bâtiment, c'était un labyrinthe, un organisme caché à l'intérieur duquel, pendant des décennies, quelque chose vivait ou se cachait. Et maintenant les enquêteurs comprenaient, pour démêler cette affaire, ils devraient explorer non seulement la famille, mais la maison elle-même, son passé, ses entrailles, ses secrets. Quand les enquêteurs sont retournés à la maison pour un nouvel examen, l'attention s'est immédiatement concentrée sur ces fameux passages derrière les murs. Après l'ouverture, la structure n'a pas été scellée. L'espace a été examiné par couches, avec l'application de méthodes modernes de tracologie. Et bientôt, une nouvelle découverte est apparue. Sur l'une des poutres en bois, plus près du sol, ils ont remarqué des empreintes, faibles, à peine visibles, mais manifestement fraîches. Pas poussiéreuses, pas anciennes, mais toutes récentes. Cela signifiait que quelqu'un avait été là récemment. Ces traces suivaient le long du passage étroit et disparaissaient près du mur qui jouxtait la chambre des Hill. La surface autour était perturbée, la poussière déplacée, par endroits des particules de tissu imprimées. Pour les techniciens, c'était un signe. Le passage avait été utilisé après le début de l'enquête, c'est-à-dire déjà après que la maison soit sous protection policière. Les matériaux ont été collectés, chaque empreinte fixée séparément. Sur le sol, ils ont trouvé plusieurs cheveux courts et un fragment d'ongle coincé dans une irrégularité du bois. Tout cela a été envoyé au laboratoire pour analyse ADN. À ce moment, les enquêteurs supposaient que les résultats confirmeraient la participation de Michael. La version semblait logique. L'homme connaissait la maison, pouvait pénétrer dans les passages et y cacher n'importe quoi. Quand les résultats sont arrivés, tout ne s'est pas passé comme prévu. Les échantillons ne correspondaient pas au profil de Michael. Aucun. Ni par les cheveux, ni par les particules de tissu. Cela excluait sa présence dans ces passages ces derniers jours. Cela signifiait que quelqu'un d'autre y avait été. Quelqu'un qui avait accès à la maison, mais ne suscitait pas de soupçons. L'étape suivante, vérifier tous ceux qui vivaient dans la maison ou s'y trouvaient. Ils ont prélevé des échantillons de contrôle d'ADN de Sarah Hill, formellement pour exclure les coïncidences fortuites. Procédure standard, aucune attente particulière. Sarah s'est comportée calmement, même un peu perdue, mais a accepté sans objection. Quand le laboratoire a fourni le résultat, un silence s'est installé dans le département. La correspondance s'est avérée 100%. Toutes les traces trouvées, cheveux, cellules de peau, microparticules de tissu, lui appartenaient, seulement à elle. Cela a bouleversé toute l'enquête, parce que Sarah n'avait jamais été considérée comme potentiellement impliquée. Son image était à l'opposé du soupçon, une femme calme, réservée, extérieurement désorientée, qui dans les images d'interrogatoire semblait comme une personne n'ayant simplement pas géré la perte. Mais maintenant les faits disaient autre chose. D'abord, les enquêteurs ont supposé qu'elle aurait pu pénétrer dans le passage par hasard, pendant la panique dans les premières heures, après la disparition de Carter.
Mais l'accès à ces passages était impossible sans outils. Les cloisons avaient été ouvertes avec effort, une partie des planches devait être cassée. Cela ne pouvait pas s'être produit par hasard. Ensuite, ils ont commencé à vérifier les délais. Les experts judiciaires en microparticules ont établi que les empreintes et les fibres de tissu avaient été laissées au plus 2 jours avant l'arrivée de la police. C'est-à-dire que Sarah s'y trouvait déjà après avoir déclaré la disparition. Cela ouvrait des perspectives nouvelles et extrêmement désagréables. Si elle connaissait l'existence des passages, alors elle cachait consciemment ce fait. Et si elle les utilisait, cela signifiait qu'elle pouvait être liée non seulement aux événements récents, mais aussi à ce qui s'était passé 20 ans auparavant. Les enquêteurs sont retournés à son passé. Ils ont vérifié son lieu de naissance, son enregistrement dans les établissements médicaux, ses anciennes adresses. Et ils ont découvert un détail curieux. Avant son mariage avec Michael, Sarah vivait dans un autre État, dans une ville où s'étaient déjà produites des disparitions similaires. Là aussi figurait une vieille maison et des dessins similaires en style trouvé au sous-sol. À l'époque, l'affaire n'était pas allée au procès, il manquait de preuves et la famille avait rapidement déménagé. Maintenant, cette chaîne ressemblait à une régularité. Scénario homogène, changement de lieu, répétition des événements. Et au centre, une personne qui jusqu'à présent était considérée comme un simple témoin extérieur. La police a renforcé la surveillance de Sarah et la maison a été mise sous protection 24 heures sur 24. Ces interrogatoires sont devenus différents, maintenant avec des éléments de pression, avec vérification des contradictions. Et progressivement, à la surface ont commencé à émerger des détails dont elle se taisait auparavant. Sur l'un des protocoles se trouve une courte note de l'enquêteur. Sarah évite de parler de la maison, surtout de l'escalier et des murs, réagit émotionnellement, dit que personne n'y vivait, mais fait des pauses, comme si elle se souvenait. Pour l'enquête, ce fut un signal. Le scénario dans lequel Michael était le principal suspect s'est définitivement effondré. Le centre de gravité s'est déplacé. Maintenant, toutes les preuves menaient à Sarah Hill, une femme qui savait peut-être plus sur ses murs qu'elle ne l'admettait, et qui gardait peut-être en eux non seulement le secret de son mari, mais aussi le sien. L'interrogatoire de Sarah Hill a eu lieu le lendemain après réception des résultats d'analyse. Ce n'était plus une procédure formelle. La pièce où elle était interrogée semblait standard. Mur blanc, caméra au plafond, vitre avec visibilité unilatérale. Mais l'atmosphère à l'intérieur était différente. Les enquêteurs sont entrés avec l'intention non pas d'écouter, mais d'obtenir des réponses. Ils avaient les preuves en main et tout ce qui restait à Sarah était soit de les expliquer, soit de confirmer définitivement son implication. La première chose qu'on lui a montrée, ce furent des photographies. Petites preuves trouvées dans les murs, cheveux, fragments de tissu, empreintes digitales sur les poutres. Tout cela accompagné de marques officielles avec le numéro de l'affaire. L'un des enquêteurs a dit calmement, sans pression, « Tout cela, c'est vous ». Sarah a longuement regardé les clichés sans cligner des yeux. Sur son visage, aucune surprise ne s'est reflétée, plutôt un vide derrière lequel il était difficile de lire les émotions. Au début, elle a nié, calmement, sans hystérie. Elle disait qu'elle n'était jamais entrée dans ces passages, qu'elle ne savait même pas qu'ils existaient. Puis, elle s'est tue. Le silence a duré presque 5 minutes, longue, tendue, où on n'entendait que le grésillement du micro. Sa respiration est devenue irrégulière, et à un moment, elle a demandé un verre d'eau. L'enquêteur a attendu. Aucune pression, simplement le silence et la présence. Quand la conversation a repris, le ton a changé. Sarah a commencé à parler vite, par à-coups, mais sans larmes. Ses phrases sonnaient comme une défense construite sur la peur. Elle affirmait que les passages existaient bien avant leur arrivée, que la maison était pas simple, qu'à l'intérieur se passaient des choses qu'on ne pouvait expliquer. À ces mots, les enquêteurs se sont regardés, mais ont continué d'écouter. Pour eux, c'était une transition habituelle, du déni à la recherche de justification. Progressivement, la tension émotionnelle a augmenté. Sarah commençait à se perdre, à sauter d'un sujet à l'autre, à répéter les mêmes phrases. À un moment, elle a prononcé « J'entendais des pas, la nuit. Ils étaient derrière le mur. » L'enquêteur a calmement demandé qui précisément elle entendait. À cette question, elle n'a pas répondu. Elle a seulement regardé vers le mur, comme si elle tendait l'oreille. Puis, une pause, longue, sourde. Et soudain d'une voix complètement différente, douce et comme étrangère, elle a prononcé « Je le sauvais de cette maison ». Cette phrase a résonné comme si elle savait d'avance qu'elle la dirait. Pas comme un aveu,
mais comme une déclaration qui devait expliquer quelque chose. Les enquêteurs ont enregistré ces paroles, mais ne l'ont pas interrompu. Sarah regardait la table, puis a ajouté « Il a commencé à dire qu'il la voyait. Émilie. » Qu'elle l'appelait depuis le mur. Après ces mots, l'interrogatoire a cessé d'être ordinaire. Dans la sténographie, il est noté « La personne interrogée est dans un état de tension émotionnelle, répond de manière incohérente, mais est consciente de ses paroles et se souvient des détails. Son récit ressemblait à un mélange de souvenirs et de délire, mais on y sentait une logique, même si elle était déformée par la peur. Elle a raconté que dans les dernières semaines avant la disparition, Carter commençait à se réveiller la nuit. Il disait qu'il entendait des voix. Sarah affirmait qu'au début, elle pensait que c'étaient des rêves, mais ensuite elle-même a commencé à remarquer des étrangetés. Objets déplacés, portes ouvertes, sensation que quelqu'un marchait dans la maison. Michael, selon elle, ne croyait pas un mot, pensait qu'elle se montait la tête. L'enquête comprenait. De tels récits ne pouvaient devenir un fondement juridique, mais psychologiquement, ils expliquaient beaucoup. Il devenait clair que Sarah agissait sous une forte pression intérieure. Ses actes pouvaient être motivés non par l'agression, mais par une tentative de protéger quelqu'un ou elle-même de ce qu'elle percevait comme une menace. Quand l'interrogatoire se terminait, l'un des enquêteurs a demandé pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt. Sarah l'a regardé et a dit « Parce que personne n'aurait cru. Cette maison prend ceux qui commencent à écouter. » Après ces mots, elle s'est tue définitivement. Les enquêteurs l'ont fait sortir de la pièce et au département a commencé une discussion. Si dans son récit il y avait ne serait-ce qu'une part de vérité, cela signifiait que la clé de l'énigme n'était pas dans les gens, mais dans la maison elle-même. Et c'est là qu'il fallait maintenant retourner. Après plusieurs heures de silence, Sarah a changé de position. Déjà vers la nuit, dans le couloir devant la cellule, elle a demandé à parler avec l'enquêteur principal. Elle n'a pas exigé d'avocat, n'a pas posé de conditions, a simplement dit qu'elle était prête à montrer où se trouvait Carter. Dans le protocole, il est noté « Déclaration faite volontairement, sans pression ». Au début, personne n'y a cru. Après toutes les contradictions, les crises émotionnelles et les explications illogiques, ces paroles pouvaient être une autre tentative de détourner l'attention. Mais dans la voix de Sarah, il n'y avait pas d'hystérie. Elle parlait doucement, régulièrement, presque sans intonation. Il semblait que la décision avait été prise d'avance, et tout ce qui lui restait était simplement de mener à terme ce qu'elle avait commencé. Elle a nommé l'endroit exact, derrière la maison, sous le vieil escalier vers la cave. Là où il y avait autrefois une entrée, elle a été comblée de terre. Selon Sarah, personne n'avait regardé là depuis de nombreuses années. Les enquêteurs connaissaient ce coin de la cour, un secteur insignifiant, envahi d'herbe derrière la grange. Sur les anciens plans, une cave y était effectivement mentionnée, mais lors des examens initiaux, elle n'avait pas été trouvée. La police est partie immédiatement. Le territoire a été bouclé, la lumière des projecteurs a inondé la cour arrière. Ils ont commencé à creuser à la base de l'escalier en bois, et presque aussitôt la pelle a heurté une surface dure, une trappe en béton recouverte de terre et de déchets. Son couvercle était à peine discernable dans la terre. Il a fallu utiliser un levier. Quand le béton s'est détaché, de l'intérieur s'est échappée une odeur d'humidité. La cave s'est avérée peu profonde, mais avec une entrée étroite à laquelle un adulte n'aurait pas pu s'accrocher. Un des sauveteurs est descendu le premier. Quelques secondes, il est resté silencieux, puis a fait un signe. De l'obscurité est parvenue une voix étouffée, fatiguée mais vivante. C'était Carter. Tous les présents se sont figés. Ni cri, ni panique, seulement un ordre bref du médecin. Calmement, avec précaution. Ils l'ont remonté dans les bras. Il portait les mêmes vêtements dans lesquels il avait disparu. Gelé, affaibli, mais vivant. Il tenait dans les mains une vieille lampe de poche, celle-là même qu'on avait identifiée plus tard, comme trouvée dans la chambre cachée derrière le mur. Pour tous, ce fut un moment que personne n'attendait plus. Après des semaines de recherche, d'hypothèses infinies et de fausses pistes, une personne vivante, à quelques pas de la porte, se trouvait dans la maison tout ce temps. Une ambulance a été immédiatement appelée pour Carter. Les médecins ont confirmé, pas de traces de blessures, état général stable. Selon eux, il se trouvait là depuis au moins 2 jours, se nourrissait d'eau coulant le long du mur. Et, ce qui était particulièrement étrange, dans la pièce il n'y avait aucun signe de lutte, ni trace de corde, ni tentative de sortir. Quand les enquêteurs ont demandé à Sarah pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt, elle a répondu calmement « J'attendais qu'il cesse d'entendre. » Ces mots, personne ne les a compris immédiatement. Ce n'est que plus tard, quand ils ont commencé à étudier son comportement et à écouter les enregistrements des interrogatoires,
qu'il est devenu clair que Sarah croyait que la maison elle-même était dangereuse, qu'en cachant Carter sous terre, elle le sauvait soi-disant de quelque chose qui vivait à l'intérieur. La cave a été scellée, le territoire isolé. Dans la maison, un nouvel examen a été effectué, déjà avec un nouvel objectif. Comprendre comment Sarah avait pu y accéder et pourquoi personne n'avait découvert cette entrée auparavant. Les vieilles structures en béton s'enfonçaient si plus profondément que prévu, et sous la couche de terre se trouvait une gaine de ventilation reliant la cave au sous-sol. Cette découverte expliquait beaucoup. Les sons que, selon Sarah, elle entendait la nuit, et l'étrange sensation que quelqu'un marchait sous le plancher. En réalité, cela pouvait être simplement un courant d'air, mais pour une personne en tension constante, chaque grincement pouvait sembler une présence vivante. Au moment où Carter a été emmené à l'hôpital, autour de la maison se tenaient déjà les voitures des chaînes d'information. Les journalistes transmettaient en direct. Le disparu retrouvé vivant. Pour l'enquête, ce n'était pas la fin, mais la transition vers une nouvelle phase. Le mystère principal restait le même. Pourquoi Sarah avait fait tout cela? Sa phrase « Je le sauvais de la maison » a cessé de sonner comme une métaphore folle. À la lumière de la cave trouvée, des passages secrets et du journal d'Emily, elle a pris une autre nuance. Peut-être que Sarah croyait vraiment qu'elle sauvait, et ne cachait pas. Et maintenant, les enquêteurs devaient découvrir de quoi précisément elle tentait de protéger son fils. Après que Carter se soit retrouvé en sécurité, Sarah a été ramenée en interrogatoire. Cette fois, non pas comme suspecte, mais comme une personne qui détient le dernier morceau du puzzle. Son comportement a changé. L'enfermement a disparu, il n'y avait pas de larmes, pas non plus la résistance habituelle. Elle semblait comme avoir accepté ce qui se passait, comme si elle comprenait que mentir davantage était inutile. L'enquêteur a commencé calmement, sans pression. Il a demandé pourquoi elle avait fait tout cela, pourquoi elle avait caché Carter, pourquoi elle avait trompé la police, mis en scène une disparition. Sarah n'a pas nié, elle a simplement dit « parce que personne d'autre n'aurait cru. C'était la seule façon pour moi de l'arrêter. » Au début, ces mots n'avaient pas de sens. Qui était « il », Michael, la maison, les voix des murs dont elle avait parlé auparavant. Mais progressivement, dans son récit a commencé à s'établir une logique. Elle a expliqué qu'il y a quelques mois, pendant le ménage, elle avait trouvé le vieux journal d'Emily. Il était derrière le panneau d'une armoire, comme spécialement caché. Sarah l'a lu la nuit, quand Michael dormait. Et ce qui était à l'intérieur est devenu pour elle une révélation. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée, et parmi les dessins d'enfants, des notes sur comment quelqu'un dans la maison se comportait étrangement avec elle. Comme s'il jouait, mais de manière trop insistante. Il y avait des descriptions de détails, dîner, conversation, promesses de « ne le dire à personne ». Sarah ne prononçait pas de mots concrets, mais les enquêteurs comprenaient le sous-texte. Elle ne pouvait pas dire à voix haute ce qui était précisément sous-entendu dans ces lignes. Après la lecture du journal, Sarah a commencé à remarquer que Michael passait de plus en plus de temps avec Carter dans cette même chambre où Emily avait autrefois vécu. Il l'expliquait simplement. Il voulait que son fils connaisse l'histoire de la famille. Mais Sarah était alertée par sa façon d'en parler, comme s'il resterait quelque chose qui devait rester dans le passé. Il y apportait les vieux jouets d'Emily, mettait des disques, demandait à Carter de dessiner les mêmes dessins qui étaient sur les murs. Elle a essayé de l'arrêter, s'est disputée, mais Michael ne faisait que se mettre en colère. Il disait que c'était ainsi que ça devait être, que elle revenait. Sarah a compris que tout se répétait, la même histoire, les mêmes murs, les mêmes rituels. Alors, selon elle, elle a eu peur non pas pour elle-même, elle a eu peur pour Carter, et pour le fait que la maison les entraînait à nouveau dans la même boucle qu'il y a 20 ans. Elle affirmait qu'elle entendait la nuit des pas, un rire d'enfant, des coups derrière le mur. Parfois, des voix, comme si quelqu'un parlait avec Michael quand il restait seul. Sarah pensait que la maison prenait les hommes, que quelque chose en elle agissait sur eux, les forçant à répéter les actes d'autrui. Son acte était désespéré. Elle a décidé de mettre en scène une disparition. Pas par vengeance, pas pour le gain, mais pour attirer l'attention. Pour que la police revienne dans la maison et trouve ce qu'elle-même ne pouvait prouver. Elle comprenait qu'elle ne s'en sortirait pas seule, et que la seule façon d'arrêter cette répétition était de tout faire bruyamment, même au prix de sa propre liberté. À un moment, elle a baissé la tête et a dit doucement « Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais que tout se termine, enfin. » L'enquêteur a enregistré ce mot « se termine ». Pour lui, il ne sonnait pas comme un aveu de crime, mais comme une supplication pour l'arrêt d'un cycle qui durait trop longtemps. Quand l'interrogatoire s'est terminé, un silence complet régnait au département.
Même ceux qui étaient les sûrs de sa culpabilité ne pouvaient-ils plus la regarder comme une manipulatrice de sang-froid. Son histoire sonnait comme de la folie, mais derrière cette folie se sentait la vérité. Formellement, son aveu ne levait pas la responsabilité. Elle avait caché une personne, induit l'enquête en erreur, mis en danger des vies. Mais le motif qui se trouvait derrière tout cela s'est avéré non pas intéressé et non pas malveillant. C'était une action de la peur et peut-être de l'amour. Le même soir, les enquêteurs sont retournés à la maison. Maintenant, l'objectif avait changé. Non pas simplement collecter des preuves, mais comprendre ce que précisément Sarah voulait montrer au monde. La maison, devenue le centre de toute cette histoire, devait être étudiée à nouveau. Cette fois, non pas comme lieu de crime, mais comme source du mal même dont elle parlait. La confrontation entre Sarah et Michael a eu lieu le matin. La pièce choisie fut la même, une salle d'interrogatoire neutre où l'air semble toujours un peu plus froid qu'il ne le faut. Sur la table était posé le journal d'Emily, soigneusement emballé dans un sachet transparent. À côté, des copies de sténographie, des protocoles, des photographies des passages secrets. Tout était disposé dans un ordre strict, comme si l'espace lui-même devait forcer Michael à dire la vérité. Il est entré dans la pièce calmement, sans menottes, mais sous la surveillance de 2 officiers. Visage pâle, regard têtu, lèvres serrées en une fine ligne. À première vue, un homme qui jusqu'au bout ne croit pas qu'il s'est retrouvé au centre de quelque chose de tel. Sarah a été amenée plus tard. Elle semblait épuisée, mais déterminée, n'évitait pas le regard. À ce moment, entre eux, il n'y avait pas le lien familial habituel, seulement une lourde attente. L'enquêteur a commencé par les formalités. Il a lu des extraits du journal, et un silence s'est installé dans la pièce quand a résonné la ligne. Il dit qu'il vit dans les murs, et je dois garder cela secret. Michael n'a pas réagi immédiatement. Il a seulement tapoté du doigt sur la table, un mouvement léger mais nerveux. L'enquêteur l'a regardé et a dit calmement « Michael, c'est de vous qu'il s'agit. » Il n'a pas nié. Il a simplement hoché la tête et a prononcé « Oui, c'est moi ». Sarah a tressailli. Les autres se sont tus, et il a continué comme avec soulagement, comme s'il voulait depuis longtemps que quelqu'un comprenne enfin. Il a raconté que dans son enfance, il avait l'habitude de se cacher. La maison était vieille, avec des murs creux et des gaines de ventilation. Il y trouvait des refuges, s'y glissait avec une lampe de poche et pouvait rester des heures à écouter sa mère l'appeler pour dîner. Émilie était plus jeune. Elle prenait cela pour un jeu. Il se faisait appeler « l'ami dans les murs » et elle y croyait. Ils avaient inventé des règles. Frapper 3 fois signifiait « je suis prêt », 2 fois « cache-toi ». Ce jour-là, selon lui, il jouait à nouveau. Émilie est entrée la première, bien qu'il lui ait demandé de ne pas le faire. Le passage était étroit, le revêtement vieux, poussiéreux. Elle s'est coincée, a eu peur, a commencé à l'appeler. Michael a essayé de la sortir, mais une planche sous son pied s'est cassée et il a failli tomber lui-même. Tout s'est passé vite. Bruit, panique, poussière, obscurité. Quand le silence s'est installé, il a pensé qu'elle était simplement sortie de l'autre côté. Il a longtemps attendu, puis il a compris que quelque chose de terrible s'était passé. Il a eu peur. Il n'a pas couru vers les adultes, n'a pas appelé à l'aide, au contraire. Il a fermé les planches et s'est enfui. Il n'avait alors que 9 ans. Il ne réalisait pas ce qu'il faisait. Il voulait simplement que tout disparaisse. Quelques heures plus tard, la maison s'est remplie de police et les recherches ont commencé. Mais à ce moment, la trace était déjà perdue. Quand il a grandi, la maison a été vendue. Michael est parti à essayer d'oublier. Mais le souvenir de sa sœur restait. Il vivait avec, comme avec une ombre constante qui vous suit même quand la lumière est éteinte. Quand lui et Sarah ont acheté la vieille maison et qu'il a su que c'était précisément cette adresse où tout s'était passé, il a décidé que c'était une chance de tout réparer, de revenir et de comprendre où elle était restée. Mais au lieu de le dire à sa femme, il a commencé à agir autrement. Il a ouvert à nouveau les passages, restauré la chambre, collecté les vieilles affaires d'Emily, comme s'il essayait de ramener le passé. Il disait qu'il sentait sa présence, que si tout se répétait, on pourrait entendre sa voix. Pour lui, ce n'était pas de la folie, mais une tentative d'expiation. Sarah, à ce moment, ne pouvait plus écouter. Elle s'est détournée, mais l'enquêteur a insisté pour qu'elle reste. Michael a continué, toujours aussi calmement, sans déchirure, mais avec une sorte de résignation dans la voix. Il a dit « Je ne voulais pas que Carter soit entraîné. Je pensais juste que s'il entendait, il pourrait comprendre ce que j'entendais alors. Pour que nous la trouvions ensemble. » L'enquêteur a fait une note dans le protocole. Aveu obtenu volontairement.
Le suspect affirme que les événements d'il y a 20 ans avaient un caractère involontaire. Quand tout s'est terminé, Michael a pour la première fois levé les yeux. Il a regardé Sarah et a dit « Je voulais juste qu'elle cesse de m'appeler ». Cette phrase est restée en suspens. Après elle, il n'y avait plus rien à ajouter. À ce moment, il est devenu clair que l'histoire qui avait tenu une ville entière en haleine ne parlait pas de méchanceté, mais d'une erreur d'enfant devenue un cauchemar d'une vie. Tout le reste, les recherches, la peur, les disparitions, s'est avéré être l'écho de ce jour que 2 enfants n'avaient pas pu surmonter. Maintenant, il ne restait à l'enquête qu'à confirmer les paroles de Michael. Et si tout correspondait, il ne resterait qu'une tâche, rendre la paix à la maison où tout avait commencé. Le procès a duré peu de temps, mais a laissé une impression de lourdeur, comme si derrière ces murs, on jugeait non seulement 2 personnes, mais toute une époque de leur peur. La salle était pleine, journalistes, voisins, parents d'Emily, quelques personnes de l'administration locale. Tous étaient bandés venus voir comment se terminerait l'histoire qui avait vécu 20 ans au niveau de rumeurs et de suppositions. Michael était assis calmement, les yeux baissés. Son défenseur disait que l'aveu était volontaire, qu'il n'y avait plus de motif de cacher la vérité et que tout ce qui s'était passé était la conséquence d'une erreur d'enfant pour laquelle il avait payé toute sa vie avec sa propre raison. Les psychiatres ont confirmé. Il avait un trouble diagnostiqué lié à une mémoire refoulée et à un sentiment de culpabilité. Toutes ces années, il n'avait pas pu se débarrasser de l'image de sa sœur qui semblait ne pas le lâcher. Puis, à travers la maison, à travers les sons, à travers son fils, lui avait rappelé son existence à nouveau. Sarah a été amenée à l'audience séparément. Elle semblait épuisée, mais maîtresse d'elle-même. Elle n'a nié aucun des actes qu'elle avait commis. Son avocat parlait du fait que tout ce qui s'était passé était un acte de désespoir. Elle n'avait pas essayé de nuire, ne s'était pas enfuie, ne s'était pas cachée, et au contraire, elle-même avait mené l'enquête vers la solution. En somme, sans elle, l'histoire serait restée un secret enterré dans les murs de la vieille maison. Le procureur exigeait des peines de prison réelles, pour les 2, pour faux témoignages, pour dissimulation de faits, pour séquestration. Mais l'opinion publique travaillait déjà contre lui. Il était trop évident que ce n'était pas une histoire de criminels. C'était une histoire de gens qui avaient vécu trop longtemps dans le piège du passé. Le tribunal a entendu les témoignages d'experts, de psychiatres, de techniciens. Puis Michael a pris la parole. Ces mots ne sonnaient pas comme une justification, plutôt comme une demande de laisser tout cela derrière. Il a dit « Je voulais en parler plus tôt, mais j'avais peur. Maintenant, il n'y a probablement plus rien à craindre. » Et pour la première fois depuis longtemps, il a regardé Sarah. Ils n'ont pas échangé de mots, mais dans ce regard, il y avait tout. La culpabilité, la fatigue, la gratitude. Le verdict a été lu dans le silence. Le tribunal a reconnu Michael Hill, coupable d'avoir causé involontairement un préjudice, ayant entraîné la mort par négligence, commis dans l'enfance. Compte tenu de l'ancienneté de l'événement, du trouble mental et de la coopération active avec l'enquête, le tribunal a décidé libération de peine, mais orientation vers un traitement obligatoire. Sarah a été reconnue coupable de séquestration et d'avoir induit l'enquête en erreur, mais compte tenu des motifs et du fait que ses actions avaient finalement aidé à résoudre le crime, une peine avec sursis lui a été attribuée ainsi qu'une psychothérapie obligatoire. La salle a accueilli le verdict calmement. Certains attendaient une peine plus lourde, d'autres, au contraire, le trouvaient juste. Mais le sentiment général était unique, la fin. Pas le triomphe de la loi, pas la victoire, mais précisément l'achèvement de quelque chose qui n'avait pas eu de fin trop longtemps. Après la lecture du verdict, les journalistes ont entouré le procureur, les avocats, les parents. Michael a été sorti par une sortie latérale, non pas par crainte pour lui, mais pour que la presse ne le déchire pas de questions. Sarah n'a pas été retenue non plus. Elle est sortie dans la rue, s'est arrêtée sur les marches du tribunal et a longuement regardé un point fixe. La maison où tout avait commencé restait scellée depuis plusieurs semaines déjà. Les autorités avaient décidé de la démolir. Il y avait trop de douleur en elle, trop d'ombres sans réponse. Les psychiatres qui travaillaient avec Michael affirmaient que la maison elle-même était devenue pour lui un symbole de prison intérieure, un lieu où la culpabilité était restée coincée. La destruction de cet endroit devait être le début de la guérison. Le procès s'est terminé sans applaudissements, sans grand titre du genre « La justice a triomphé ». Tout semblait différent, calme, presque intime, comme si la ville expirait après un long cauchemar. Et pour les enquêteurs,
Cette affaire est devenue un rappel que la vérité ne naît pas toujours dans les protocoles. Parfois, elle se cache dans les murs, dans les journaux, dans les voix brisées. Et quand elle sort enfin au grand jour, elle n'apporte pas de soulagement, seulement le silence. À cette étape, l'enquête était considérée comme close, mais il restait encore une tâche devant l'enquête, étudier la maison elle-même. Non pas comme une preuve, mais comme un phénomène. Parce que, aussi étrange que cela puisse paraître, même après le verdict, les gens continuaient à dire que la nuit, on y entendait des pas. Après le procès, l'histoire de Michael et Sarah sembla se dissoudre des actualités, rapidement, presque sans laisser de traces. Mais pour ceux qui vivaient dans leur ville, elle ne les lâcha pas pendant longtemps. Les gens chuchotaient encore à propos de cette maison en passant devant. Certains affirmaient que ces murs se souvenaient, d'autres qu'ils sentaient comme s'il y avait encore quelqu'un là-bas. Et bien que l'affaire soit officiellement close, les traces du passé restaient dans les choses les plus simples, dans les regards étrangers, dans les poses gênées, dans les maisons d'autrui où l'on avait peur de regarder vers le grenier. Après le verdict, Sarah et Carter ont été transférés dans une ville voisine. Avec le temps, elle a réussi à récupérer la garde. Cela a pris presque 1 an, avec des vérifications obligatoires, des séances de commission, des conclusions médicales. Mais finalement, on lui a permis de tout recommencer. Elle a loué une petite maison en périphérie, sans cave, sans grenier, sans fissures dans les murs. Tout était plat, fraîchement peint, neuf. On dit que la première chose qu'elle a faite après le déménagement fut d'enlever tous les miroirs des murs et de jeter les vieilles affaires. Elle semblait avoir peur que le passé puisse voir leurs reflets et revenir. Carter, selon les spécialistes, s'est rétabli rapidement. Il ne se souvenait pas de beaucoup de ce qui s'était passé, mais pendant longtemps, il ne pouvait pas dormir sans lumière. Un psychologue lui a été assigné et Sarah l'emmenait à chaque séance. Elle n'essayait pas d'effacer le passé, mais ne parlait plus de la maison, du père, d'Emily. Elle coupait court à toutes les conversations doucement, sans irritation, comme si elle fermait une porte d'une pièce où il ne fallait pas entrer. Michael est resté dans un établissement de soins. Au début, on n'a rien entendu de lui, ni lettre, ni appel. 1 an plus tard, on a appris qu'il avait été transféré dans une clinique privée dans un autre état. Les médecins affirmaient qu'il allait mieux. Pas de crise d'agressivité, le sommeil s'était stabilisé, progressivement revenait la capacité de parler du passé sans panique. Mais, comme l'a dit un des médecins, il vit quelque part entre la réalité et cette maison. Et la maison elle-même, celle-là même qui était devenue le point central de toute l'histoire, a bientôt disparu. La décision de démolition a été prise après l'expertise. Le bâtiment a été déclaré dangereux. Les ouvriers racontaient ensuite que les murs à l'intérieur étaient une époque creux, comme tissés d'un labyrinthe. À certains endroits, les planches semblaient pourries de l'intérieur, bien qu'extérieurement le bois paraisse solide. La poussière se déposait lentement, et quand l'excavatrice a coupé le dernier angle, l'air pendant une seconde est devenu épais, comme lourd. Un des habitants a dit plus tard, « Elle ne s'est pas effondrée, elle s'est comme dissoute. » À la place de la maison est resté un terrain vague. La terre a été retournée, semée d'herbes, une clôture installée. Il était prévu de construire un nouveau complexe résidentiel, mais aucun promoteur n'a jamais commencé les travaux. Les fonctionnaires municipaux expliquaient cela par la bureaucratie, mais les locaux savaient, personne ne voulait simplement toucher à cette terre. Il y avait trop de voix étrangères là-bas. 3 ans plus tard, Sarah a donné une seule interview, courte, sans émotion. Elle a dit « Personne n'est coupable de n'avoir pas pu comprendre alors ce qui se passait. Mais parfois, pour laisser quelque chose partir, il ne faut pas chercher les coupables, mais simplement fermer la porte. » Ces mots ont ensuite été repris par tous les journaux. Pour certains, ils sonnaient comme une tentative de justification, pour d'autres, comme une façon de mettre un point final. Carter a grandi. On ne l'associait plus au nom de famille Hill. Sarah avait changé les documents. Il ne se souvenait ni de la maison, ni de ces événements. Mais parfois, selon les voisins, il pouvait rester longtemps assis près de la fenêtre à écouter le silence, comme s'il essayait de distinguer quelque chose au loin. L'histoire de la famille Hill s'est terminée extérieurement calmement, mais dans la ville, on a longtemps senti son ombre. La maison, bien sûr, a été démolie, mais l'endroit où elle se trouvait est resté vide. Les gens le contournaient. Même les chiens ne s'y attardèrent pas longtemps. Et chaque fois que quelqu'un essayait d'en parler, la conversation se terminait inévitablement de la même façon, par la phrase « Certaines maisons, il vaut mieux ne pas les reconstruire ». Ainsi s'est terminée l'histoire qui avait commencé par une simple disparition et s'était transformée en révélation d'une ancienne tragédie. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Tout s'est terminé comme cela devait.
avec la destruction de ce qui gardait trop longtemps les secrets d'autrui. Et peut-être, pour la première fois depuis de nombreuses années, dans cette maison qui n'existe plus, est-il enfin devenu vraiment silencieux.